Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette discussion qui va tourner autour de du dernier numéro de Confluence Méditerranée et la première partie Chypre, 50 ans de partition. Mais bien sûr, pour contextualiser, je veux dire ce qui suit. Et je vais commencer par les nouvelles du jour. Le fascisme a donc passé. Trump, un violeur avéré et un homme condamné pour malversation et d'autres délits, putschiste qui avait promis de refuser les résultats des élections s'il les perdait, a donc gagné. On ne peut pas comprendre ce pays. C'est impossible vu de l'extérieur. Et nous sommes donc obligés de spéculer sur la société américaine. Pas seulement ses dirigeants, son peuple aussi. Les résultats le confirment. Et pas seulement le petit peuple, les élites aussi. Surtout les hommes, il est vrai. Pas seulement, mais de différentes ethnies, âges, professions et régions. Il ne suffit pas de faire remarquer que le grand capital a migré vers Trump, à l'instar des milliardaires qui le haïssaient avant, comme Musk, qui l'a financé et lui a fourni un mégaphone avec son X, et Bezos d'Amazon et du Washington Post, qui a bloqué les critiques des journalistes. Et l'Amérique est un indicateur, mais seulement un indicateur parmi d'autres, des orientations mondiales. Que penser de notre monde? Eh bien, voyons d'un peu plus près. Rapprochons-nous donc du sujet de notre événement en notant d'abord, mais ceci concerne plus directement ma passion, la Palestine, pays où avec ma compagne nous avons élevé nos 3 enfants et passé 35 ans avant de nous faire expulser par l'occupant. C'est aussi bien sûr mon sujet préféré de recherche, de spéculation et de militantisme. Les parallèles avec Chypre sont nombreux. Mais il ne s'agit pas du tout ici de pratiquer une forme de comparativisme qui est inutile. Mais notons donc que plus la pratique du génocide se répand, selon les experts juridiques, et moins on peut en parler politiquement, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Dites le mot aujourd'hui à vos risques et périls. Perdez votre emploi, retrouvez-vous expulsé de votre université. Israël à Gaza, la Cour internationale de justice et le tribunal pénal international se rapprochent d'une conclusion en ce sens. Génocide, crime contre l'humanité. Politiquement, c'est un tabou. Et pourtant, les cas de génocide ou de proto-génocide ou d'auto-génocide abondent dans le temps et dans l'espace, avec permission d'en discourir. Aujourd'hui, on ose même l'évoquer par rapport à la France en Algérie. Et bien sûr, les États-Unis au Vietnam. La Russie en Tchétchénie, l'Italie en Éthiopie, la Belgique au Congo, la Grande-Bretagne en Inde, l'Allemagne, le Cambodge, le Rwanda, la Serbie en Bosnie-Herzégovine. Rien n'est tabou. Mais à Gaza, jamais. C'est pourquoi il le faut, je signale des publications récentes qui le font ou s'en rapprochent, y compris celle de Didier Fassin, et ici même de notre collègue Agnès Levallois. Le silence n'est donc pas absolu. À Chypre, il n'y a pas
eu de génocide. Bien sûr, des massacres, il n'en manque pas. Et bien sûr, il y a eu le divide et impera, divisé pour régner et pratiqué par l'Angleterre après 1878. Chypre appartient à une catégorie extensive à cet égard et qui comprend à tout le moins le Soudan, l'Irlande, la Palestine et l'Inde. Une partie donc de ces colonies qui après ou juste avant l'indépendance se sont scindées, ont éclaté. Mais le génocide n'a eu lieu que dans une portion de l'Empire. Pourquoi pas à Chypre? Je crois qu'en lisant notre dossier, on comprend en partie. Contrairement à la Palestine, il ne s'est pas agi ici d'une lutte entre colons et indigènes, mais entre communautés d'une même entité sociopolitique ayant cohabité pendant des siècles, ottomane, puis britannique, puis indépendante. Il faut le savoir. Pour moi, la Palestine vient, comme je l'ai dit, en premier affectivement et professionnellement. Ce qui rapproche Chypre de la Palestine, par exemple, mais c'est bien sûr l'expulsion d'une partie de sa population vers le sud puis vers le nord. Une expulsion intérieure, il faut le dire, ce qui l'éloigne à nouveau du cas palestinien. Et bien sûr, cette double expulsion est le résultat direct d'une invasion de l'armée turque en été 1974, en réponse, il faut le dire, à un coup d'État d'extrême droite contre le gouvernement légitime de Monseigneur Makarios dans la République de Chypre. Mais, encore une fois, il ne s'est pas agi en 1974 d'un conflit entre indigènes et colons. Les deux populations vivant depuis des centaines d'années sur un même territoire. Mais attention, d'autres cas démontrent que cette coexistence n'est pas un sine qua non. Il peut, malgré tout, dans certains cas, y avoir génocide. Mais ces deux communautés, toutes les communautés de l'île, continuent de chercher les moyens d'assurer leur coexistence. Et c'est de cela, directement ou indirectement, qu'il s'agit dans ce dossier. Le dossier est plus court que d'habitude parce que nous partageons ce numéro de la revue fièrement avec un excellent dossier sur la corruption au Moyen-Orient, préparé par François Secaldi. Mais le dossier Chypre n'en est pas moins intéressant. Je dirais que c'est un microcosme, c'est un vrai collier de perles, au vu des participants venant de plusieurs régions, plusieurs universités. J'ai nommé Pierre Blanc, enseignant en géopolitique à Bordeaux, Gilles Bertrand, maître de conférences à Sciences Po, Bordeaux, Olga Demetriou, professeur d'anthropologie politique à l'université de Durham, Ahmed Sözen, professeur de sciences politiques à l'université de l'Est méditerranéen à Chypre-Nord, Alexis Rappas, professeur d'histoire à l'université de Koç, Istanbul, Andoni Hadzikiriakou, professeur d'études ottomanes à l'université Panthéon d'Athènes. Et quant à moi, je suis professeur émérite d'histoire à l'université de Birzeit en Palestine. Malgré les contributions de tous ces experts et expertes, le dossier est bien trop restreint. Il ne couvre pas, comme on me l'a déjà plusieurs fois ou une ou deux fois fait remarquer, des angles importants de la situation. Mais il invite à faire d'autres recherches. Tel qu'il est, ce dossier, avec ses 7 articles, il est partagé entre deux sortes d'analyses.
2 articles de géopolitique envisageant surtout les aspects stratégiques de la situation, la nature et les intentions de l'imbrication des grands pays, notamment la Turquie, qui détient bien sûr certaines clés du dilemme. Je parle ici du travail de Pierre et de Gilles. Gilles qui, en principe, va nous expliquer lui-même de quoi il s'agit pour lui. D'un autre côté, il y a les articles à caractère nettement anthropologique qui parlent de la vie, du devenir social des Chypriotes dans leur île. Bien sûr, en lien avec des forces extérieures, comme on va le voir avec l'article de Olga, mais aussi de leurs actions, leurs opinions et leurs influences sur l'avenir du pays. Ici, il s'agit des articles, je vais évoquer ceux qui ne vont pas être décrits en détail par leurs auteurs, de Hadji Kyriakou, de Rapas, Sözen, mais aussi de Démétriou et de ma contribution. Je dis rapidement 2 mots quelle est la contribution de ceux qui ne présentent pas eux-mêmes. Alexis Rapas analyse les causes, les effets et surtout la signification du double assassinat de camarades de lutte politique d'un chypriote grec, l'autre chypriote turc, le 11 avril 1965 à Chypre. Dervish Ali Kavazoglu, 41 ans, et Kostas Misiaoulis, 44 ans, se sont fait mitrailler dans la voiture en route de Nicosie à Larnaca. Leurs exécuteurs sont des membres du TMT, l'organisation de la résistance turque, créée dans le but de, entre guillemets, de protéger les Chypriotes turcs contre les exactions présumées des Chypriotes grecs. Cet acte de violence fut revendiqué par les commanditaires et compris par les nationalistes chypriotes et compris aussi par les nationalistes chypriotes grecs. Mais pourquoi? Après tout, ils luttaient pour un pays unifié au nom du communisme. Mais ils ont été longtemps considérés comme des traîtres. Après tout, Akel, le parti communiste, centré sur la population chypriote grecque, mais ayant ses membres et sympathisants chez les Turcs également, chypriotes, prônait encore à cette époque-là l'énosis, l'union avec la Grèce, une notion anathème pour les Chypriotes turcs. C'est la problématique universelle de l'internationalisme, malheureusement, qui depuis le manifeste communiste meut tellement de penseurs de la politique, mais qui, confronté à la réalité, ne fait d'habitude pas le poids. L'internationale, la deuxième, la communiste, 1000 fois oui, mais confrontée aux réalités de la Deuxième Guerre, elle est dissoute en faveur de la grande guerre patriotique de Staline en 1943. Il ne s'agit évidemment pas ici d'un mouvement international, mais intercommunautaire. Mais les obstacles ne sont pas moindres. Et ça donne à méditer la question: comment avancer sur la voie de la réunification? Rapace pense que ce ne sont que les organisations de la société civile qui puissent prendre le relais. Rapidement, Andoni Hadjikyriakou, dans sa contribution, parle de la longue durée à Chypre. C'est très important comme article aussi. Il démontre comment les effets du climat, la déforestation, la peste, l'esclavage ont fortement contribué d'une part à la montée du système capitaliste qui a accentué les inégalités et les injustices et ainsi à la polarisation croissante donc la longue durée est ainsi co-responsable de la crise intercommunautaire actuelle. Ahmed Sözen, pour sa part,
ose voir dans la problématique de l'énergie, dont les ressources abondent autour des côtes chypriotes, un possible chemin vers un accord, au lieu comme elle est normalement considérée comme un facteur supplémentaire de désaccord. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater que pour lui aussi, ce ne sont pas les mouvements politiques dûment constitués, mais des forces non politiques, ici la gestion des hydrocarbures, qui peuvent offrir quelque espoir. Je ne vais pas en dire plus sur l'approche de Olga, qui constate la contradiction entre les vœux pieux de l'Union européenne et les effets de sa politique sur le terrain. On va la laisser s'exprimer elle-même. Et maintenant, je pense, est-ce que Gilles... Roger, excuse-moi, j'ai pas des réponses de Gilles Bertrand, donc pour l'instant, sauf s'il apparaît en cours de route, pour l'instant c'est toi et Olga. D'accord. Continuer. Alors dans ce cas-là, c'est très facile. On va demander à Olga si elle veut bien compléter le dossier, notre dossier, en expliquant en détail sa thèse très intéressante. Right. Thank you, Roger. I got bits and pieces of that, but thank you very much for this. Yeah. So what I wanted to do with this article was to link the huge work that has been done over many decades on the Cyprus conflict with one of the big issues that is now unfolding on the ground in Cyprus, which is migration. Et donc l'enjeu ici de cet article était de lier l'énorme travail réalisé au cours des dernières décennies sur le conflit chypriote et l'une des grandes questions qui se posent actuellement sur place, à savoir la question de la migration et des migrations. So I've been started working on Cyprus through the lens of internal displacement, as Roger has mentioned, that has been the sort of problem of displacement on the island so far. And what has increasingly been, to me, becoming more obvious is the way in which this experience of internal displacement is feeding into ways in which new migrations are being seen and new displacements, because I'm talking more about forced migration than other types. Donc ici, l'idée était d'examiner Chypre sous l'angle de déplacements internes qui ont été au cœur des préoccupations et des enjeux de l'île. Ce qui est devenu de plus en plus évident, c'est la manière dont l'expérience de déplacement interne alimente la perception de ces nouvelles migrations et de ces nouveaux déplacements. So in my work so far on the conflict, I have talked about imbrication, so the idea of sort of different structures coming together and becoming sort of enmeshed in one another. And I have used this concept to talk about the ways in which structures and discourses and ways of thinking and experiencing the conflict are becoming linked to ideas and discourses about migration. Donc la question ici est celle de l'imbrication. Comment différentes structures vont se rejoindre et s'imbriquer les unes dans les autres. On utilise ici le concept pour parler de la manière dont les structures, les discours, les différentes rhétoriques, les façons de penser et les manières de vivre le conflit deviennent liées aux perturbations liées à l'immigration sur le terrain. So in this article, I used 2 or 3 examples of where I see this happening, and I will mention this here and then leave ground for discussion. Donc, on va évoquer d'abord 2 ou 3 exemples qui seront cités ici. Il y en a bien entendu d'autres qui pourront être abordés plus tard dans la discussion.
So the most obvious ways in which recently we've come to see this imbrication is on the border itself. We've seen a resecuritization of the border, especially in areas outside of the capital, where fences have been put up. Very recently, in the last month or so, they've been taken down. But we've seen barbed wire being put up, and it had been put up by the Greek Cypriot authorities. Un premier exemple, et disons la manifestation la plus évidente de cette imbrication, se situe au niveau de la frontière avec une nouvelle sécurisation de celle-ci, en particulier dans les zones qui entourent la capitale où des clôtures ont été installées avec du fil barbelé mis en place par l'autorité centrale. So this is interesting and disturbing to me as well as other people because the Greek Cypriot side is the side that has always argued against the border, that has always considered the border an aberration, that has wanted to dispense with barbed wires. So the fact that it was now putting them up was, as I said, both interesting and disturbing, and it was done to thwart other migrants from coming in. Ce qui est particulièrement inquiétant et alarmant, c'est que le parti chypriote grec s'est toujours opposé à la frontière. Elle a toujours considéré cette frontière comme une aberration. Donc le fait qu'il soit aujourd'hui en train d'installer des fils barbelés est donc une raison de consternation pour la population. The second site on which I see this imbrication happening is in the way in which experiences of refugeehood are articulated in public discourse. Le deuxième élément, le deuxième exemple de cette imbrication est la manière dont les expériences de ces migrants sont utilisées et mises en avant dans le discours général. So, and here this might bear resemblances with some of the places that Roger mentioned in his introduction, where in fact we see, so Cyprus as a frontline state now is one of the places that are receiving refugees as the first entry points into Europe. Donc, cela a donc une ressemblance avec certains endroits et pays mentionnés par Roger dans l'introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chypre est un État qui est en première ligne pour la migration. C'est un des premiers endroits qui va donc recevoir ces migrants. So one question that comes up is how does the history, the sort of longue durée, in a much shorter sense than Andonis considers in his article, how does this longue durée of conflict fit into this new positioning of these places as frontline states? Donc la question qui émerge, qui se pose, est de savoir comment le conflit historique de longue durée sur place aujourd'hui alimente ce positionnement et ces prises de position sur la migration qu'on connaît à Chypre. So, and Cyprus is not the only place where we see this happening. We see it happening on the Greece-Turkey border, where we also have a long conflictual relationship going on. We see it in places like Morocco and the Spanish enclaves of Ceuta and Melilla. We even see it in places on the Balkan route, like northern Italy and its own sort of conflicts in that region. So the question of how do old conflicts become ways of talking about new otherings brought about by migration is, I think, something that relates to places beyond Cyprus. I'm so sorry, Olga, I didn't get the last part, so I'll translate just the first. L'idée, c'est donc ce qui se passe aujourd'hui à Chypre. C'est pas quelque chose qui est particulier uniquement à ce pays, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs autres espaces, notamment dans les Balkans, mais aussi dans les enclaves espagnoles, par exemple de Ceuta et Melilla. And could you repeat the last part? Because I just disconnect. Yes. So the question I'm asking about Cyprus is applicable to these other places as well, about how that experience of conflict is fitting into discourses of othering in the context of new migrations. Oui, donc effectivement, c'est ce qui a été évoqué, que la question de l'altérité et de l'autre a lieu dans ces autres enclaves et sites mentionnés précédemment.
So one interesting question that I've seen that I've formulated while doing this work in Cyprus is why do in some places the experience of old displacements become vehicles of connecting with the new others. So, for example, in welcoming discourses in Greece in 2015, we have people documenting how locals would articulate a sense of, well, we were refugees once and therefore we are being hospitable now. In Cyprus, a lot of the public discourse, it goes in fact, in the opposite direction. It sort of assumes that, or it suggests that because we have been refugees, we know what real refugees are like, and these are not real refugees. So it's the experience of the conflict is discursively deployed as a way of othering rather than welcoming. Ce qui est donc intéressant comme question à poser au cours du travail d'Olga, c'est de voir comment certains endroits, certaines expériences de déplacement qui datent donc des décennies passées, viennent aujourd'hui affecter la manière de percevoir ces migrations. Pour prendre un exemple parallèle, par exemple, lors de l'accueil des réfugiés en Grèce, en 2015, certaines personnes argumentaient donc qu'elles avaient été, elles, une fois réfugiées, et donc elles comprennent ce que c'est de vivre cette histoire-là, et qu'il y a donc une solidarité qui se crée. Mais en revanche, dans le cas chypriote, beaucoup de réfugiés et de rhétorique sur cela va être complètement opposée. C'est-à-dire que ces chypriotes qui vont connaître, eux, leur histoire personnelle de refuge et de migration ne vont pas s'identifier avec cette nouvelle vague de migration. Et on va donc rentrer dans un processus d'altérité, de marginalisation des nouveaux réfugiés par, disons, les anciens réfugiés. So there is a question there to be asked. I'm not sure that it can be answered in a definitive way, but I think one of the answers leads me to the third point of where I locate imbrications, and that is in how migration diplomacy plays out in Cyprus as well, and is in some of the other locations that I mentioned. Et donc, ce raisonnement nous mène à un dernier point qui va permettre d'illustrer le concept de l'imbrication. C'est comment la diplomatie migratoire aujourd'hui se déroule dans l'île chypriote. So I use that in the way that it's the concept of migration diplomacy in the way that it's used in the literature refers to the ways in which neighboring countries to the European frontline states are kind of using migration as leverage with respect to Europe, and in a sense, it considers how refugees are weaponized in what then become, and this is more my interpretation of how discursively migration diplomacy works, how refugees are weaponized in a discourse that pits Europe against its others, starting with its neighbors. Donc, la diplomatie migratoire fait référence à la manière dont les pays voisins des États européens de première ligne utilisent la migration comme levier par rapport à l'Europe. Et donc ici, Olga considère que les réfugiés sont utilisés comme des armes, sont instrumentalisés dans un discours qui va donc opposer d'une part l'Europe à l'autre, à l'altérité, à cette figure du réfugié. So, in the case of Cyprus, that means that Turkey is demonized for sending over the refugees in perhaps similar ways in which Spain demonizes Morocco for sending over migrants. So, in this sense, we get sort of the relations between states playing into the ways in which publics articulate their relationship to refugees and their approaches to solidarity or othering. Donc, dans le cas de Chypre, cela signifie par exemple que la Turquie va être diabolisée d'une manière similaire à comment l'Espagne va par exemple diaboliser le Maroc
pour avoir envoyé ces vagues, ce flux d'immigrants. Donc ici, la question est de voir comment les relations entre les États jouent sur la manière aussi dont le public lui-même va articuler sa relation aux vagues de réfugiés. So, in a sense, I guess going back to the broad overview of Cyprus 50 years on, what I wanted to do with this intervention was to say that we have a conflict that is now very, very old, and that for perhaps the new generations might be fading into the background of their immediate concerns. But yet, what is happening on another level is that all these discourses that have seeped into and have been internalized by Cypriots on both sides are now finding ways to be deployed in areas that don't necessarily have to do with the conflict, but are sort of doing the work of othering elsewhere. And this is what I find problematic as a legacy of the conflict. So, and I will stop there to allow for discussion. Donc, en un sens, en revenant sur le panorama général de 50 ans après la guerre à Chypre, l'objectif de la chercheuse était de montrer comment le conflit est certes désormais ancien, qu'il semblerait pour les nouvelles générations que ce conflit soit estompé, que ça soit une relique du passé. Pourtant, et en même temps, ce discours sur l'autre, sur l'altérité, s'est intériorisé et va trouver de nouvelles façons d'émerger, d'être déployé dans des domaines pourtant qui ne sont pas directement liés. Et c'est donc cette imbrication entre passé et présent et cette nouvelle instrumentalisation de discours et de rhétorique qui est aujourd'hui problématique. Et donc, ce sera la fin de l'intervention, disons, générale avec ces 3 exemples de la chercheuse, mais nous pourrons y revenir plus tard dans la discussion et d'autres points pourront également être élaborés. Thank you, Olga. Thank you very much. So I've translated it all and mentioned that we can have the time for interventions at the end. Merci beaucoup, Olga. J'ai une série de questions à vous poser, mais peut-être qu'on est censé continuer avec nos présentations et vous poser les questions et engager la discussion après. C'est comme vous préférez. Est-ce que vous aimez, on peut discuter de votre article maintenant ou bien après? Vous préférez une solution ou l'autre, ou ça vous est égal? Vous pouvez choisir, traduire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Olga, so we can either discuss right now your article and the subjects you mentioned, or we can leave this discussion for later on in the conference. What do you prefer? Yeah, I don't mind, whichever way is easier for you. Okay. Well, then, dans ce cas-là, on va continuer et puis peut-être ça donnera encore plus de volume à votre intervention. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous faire une présentation assez brève de ce que moi j'ai fait. Mon article, mon article, qui s'appelle Chypre 1974, avant, pendant, après. Mémoire croisée. Alors, il se présente sous forme d'une série de 5 entrevues semi-structurées, partiellement reproduites, ces entrevues, parce que chacune a duré 1 heure ou même 2 heures et a été menée en 1 ou 2 fois, avec des gens de différentes ethnies et de différentes parties de l'île. J'ai choisi les sujets pour leurs différences, bien sûr, parmi des gens que j'ai appris à connaître, mais presque toujours, ou même toujours depuis très peu de temps. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des amis ou des connaissances approfondies. Alors, ce que j'ai produit indique la diversité
une forme fortement abrégée de représentativité, disons, à partir de laquelle pourtant on pourrait reconstruire la diversité même de l'ensemble chypriote, avec ses contradictions, mais aussi ses points de convergence. Idéalement, il s'agirait, par ce micro-exemple de 5 interviewés, de pouvoir restituer la société chypriote entière, telle qu'elle existe avec son million environ d'habitants des différentes communautés. Bien sûr, je n'ai pas réussi, mais voilà ce que j'ai essayé de faire. Nous constatons en premier lieu que les expériences précoces des gens déterminent très fortement leur comportement. Attention, toutes ces cinq personnes se souviennent toutes de 1974. Et leurs expériences précoces déterminent leur comportement. Leurs préférences déterminent leurs préférences durant le reste de leur vie. Du moins, leurs préférences dans le domaine social. Ceux et celles qui avaient été socialisés dans un village sont restés dans l'âme villageois, même si par la suite ils se sont retrouvés en exil dans les plus grandes métropoles européennes. Celle, une villageoise de l'ouest de l'île, qui a dû partir pour le côté turc de Nicosie, y a refait sa vie. Aujourd'hui, elle n'a aucun désir de retourner au village, même s'il reste dans son cœur, car elle l'associe avec des mauvais souvenirs, d'événements effrayants. Par contre, celui qui est arrivé, un autre participant, il est arrivé d'un lointain village kurde de Turquie à l'âge de 11 ans, en 1976. Il ne s'est jamais acclimaté. Il rêve toujours, et il a 70 ans, un jour d'y retourner. Le chypriote turc, il y a un chypriote turc, quelque chose de très rare, qui a réussi par la force de sa volonté à faire l'impossible, peu après avoir dû quitter son village, alors qu'il n'avait que 16 ans, c'est-à-dire de retourner dans son village chypriote turc, côté grec maintenant, vidé de tous ses habitants, et il a réussi depuis 1979 et jusqu'à maintenant d'y résider pendant très longtemps très seul. Et donc il y a passé le reste de sa vie, il est toujours vivant, mais aujourd'hui il est marqué d'une forme de mélancolie philosophique, je dirais, de l'être solitaire, qui aime son paysage, mais pleure ses pertes. Malgré les points communs, il y a des différences notables entre les ressortissants des deux communautés, grecques et turques. Les deux chypriotes grecs ressentent le besoin de retourner en quelque sorte là où c'était avant, et là comme c'était avant. L'un en rejetant la violence qu'il a subie, commise à l'égard de son village, sa famille, sa communauté par la Turquie en 1974. Encore aujourd'hui, il rêve de son village marin et il le reconstitue sans arrêt dans son imaginaire et par le cinéma. L'autre a passé le gros de sa vie en exil à Londres, chypriote grec, mais il effectue au moins 6 mois par an un retour au village, tout en reconstituant par les associations qu'il a aidé à fonder, à Londres et à Chypre,
en reconstituant une forme microcosmique de l'unité gréco-turque qu'il a vécue avant 1974. Et je vous invite à lire ces entrevues. Ces gens sont c'est très rare, très direct, très sincère, très profond, ce qu'ils ont expliqué. Et ils ont démontré qu'il s'agit d'une société bigarrée, fortement différenciée, mais marquée par le même sort. Personnellement, mais chaque lecteur doit en juger, j'en tire une leçon positive, à savoir que les Chypriotes désirent retrouver une forme de convivialité englobant toute l'île, et ils cherchent les moyens de se rapprocher de cet objectif. Ensemble, ils sont le passé, le présent et l'avenir de Chypre. Voilà ce que je voulais dire de mon article. Et maintenant, puisque Gilles n'est toujours pas là, on va poser, j'ai des questions à poser à Olga, et peut-être que dans le public, il y a aussi des questions. I wanted to ask you, because, so we'll go ahead, okay? Yeah. I wanted to ask you, imbrication. It's a terrific word. Where did you get it? I don't know. Does it exist in the literature? It's a French word. Yes. So, yes. So wait, I'll translate the question for the person. Pardon. Pas de problème. Non, l'imbrication. Oui. C'est quoi l'imbrication? C'est très intéressant comme terme. Et c'est un mot français, à mon avis. Olga. Yeah, so I have looked at the etymology of the word. I have seen it in a couple of places, but I haven't seen it sort of really thought about as a big theoretical tool, let's say. What I find interesting about it in terms of the etymology is that it relates to the Latin imbrex, which has to do with tiling, and which is about the tiles that are, in fact, on the ground carrying away the rainwater. Now, the reason I found it quite useful for saying what I wanted to say was because in the book that I did on Cyprus and the conflict, where I've looked at not just at how refugees and migrants are being marginalized in a way or other through the conflict. I've also looked at other groups, minorities in the conflict and their displacement, women, and so on and so forth. So in the sense of using imbrication as a concept, and in the sense of considering it in a more material kind of way, what I have found useful for my purposes was the idea of tiling as a way of having a structure. So I've used the idea of the tiles, but not the tiles that are on the ground carrying the rainwater, but the tiles that are actually on the roof. So I have a whole discussion of the roof and how roof tiling kind of speaks to what I'm trying to say. And in that sense, what I have been trying to say is that when you put together all this, well, you have the discourses. I've looked at three modes in which imbrication works. One of them was affect, so the kind of processes of internalization experiences that kind of are structured around feelings in the ways that people have experienced and talked about and live with displacements of various sorts. So affective
structures was one such modality. The other was legal. So I've looked at how laws have come into place to regulate first internal displacement, but then actually create ideas of thinking about displacement that are then transposed onto something else. And I've also looked at space, and that's where the analysis of how the border works comes in. So how the border is structured, how the different spaces of exception within the border and across the two sides also work. So imbrication for me does this job of kind of keeping to the structure. So these things they don't just happen. They're not accidents. They are structures that work in particular ways, but they kind of work on top of each other. Wait, I'm sorry, Olga, but maybe we can stop here for the translation. Sorry. C'est vachement intéressant. Yeah. Oui, bien sûr. Sorry for having interrupted. Yeah. Mais donc l'idée. Sorry, I got carried away. I understand. Excellent. L'idée donc derrière la question de l'imbrication. Donc d'abord, il y a un point de vue étymologique du mot. Le mot n'apparaît pas tant, ou peut-être quelquefois dans certains articles, mais du moins il n'a jamais été pensé comme un outil, comme un cadre théorique. Donc c'est d'abord un terme latin qui a à voir avec la question du carrelage et des tuiles dans le sol qui captent l'eau de la pluie. Donc c'est une image qui est intéressante et que la chercheuse a trouvé utile pour utiliser dans son livre qu'elle a écrit sur Chypre et le conflit, où elle examine donc le phénomène de la migration et du traitement d'autres minorités. Donc elle envisage l'imbrication d'une manière matérielle, donc en utilisant cette image donc du carrelage comme une forme de structure. Une structure qui se décline sur 3 différents éléments, comme 3 différents éléments qui se superposent les uns sur les autres, comme les tuiles ou comme le carrelage. Le premier niveau de cette structure, c'est l'affect, pour comprendre la situation aujourd'hui à Chypre. L'affect, c'est-à-dire le sentiment et les expériences de déplacement. Le second niveau, c'est le niveau juridique. Comment les lois réglementent le déplacement interne et comment les lois ensuite créent des idées de pensée, des cadres de pensée du déplacement lui-même. Le dernier niveau de cette structure, c'est l'espace. L'espace géographique, la façon dont la frontière fonctionne, comment elle est structurée, au sein même de la frontière et à travers celle-ci. Donc l'imbrication est perçue et conceptualisée de manière matérielle avec un travail de maintien de la structure qui permet donc d'exploiter ces 3 niveaux, mais aussi de contextualiser la perception de la migration aujourd'hui sur place. Okay, so the second part of the thinking is that, okay, we've got all these structures that work like layers, but there is also space for agency. So people do things within these structures, and so they find ways to resist, they find ways to acquiesce. And keeping with the metaphor of the roof and the imbrication of tiles, what I'm suggesting is that the structure of these discourses also creates crevices, like you have pockets of soil, I suppose, or air. You have pockets between the tiles on a roof, and that's where, when you have a roof that has been left to develop on its own, to grow on its own without maintenance, you sort of find that birds have made nests in there. Other forms of life have flourished. You have plants coming off roofs and so on and so forth. And I think in a material sense, having grown up in Nicosia and at some point having been, in a way,
drawn having posed questions for myself about the border and its materialities and the ways in which you have these ruins along the line in Nicosia, which also include a lot of broken roofs in different ways. I think that kind of image was with me when I was trying to think through how the crevices and the layers kind of work together metaphorically in this imbrication. Alors l'idée ici, c'est que cette imbrication ne concerne pas seulement les couches, les différents niveaux de cette structure, mais aussi l'action, le libre arbitre des personnes au sein de cette structure. Des personnes qui peuvent résister, des personnes au contraire qui acquiescent peut-être. Et donc en gardant cette métaphore de l'imbrication des tuiles, du carrelage, la structure de ces trois niveaux et en fait des crevasses, des poches d'air ou de terre comme on peut trouver dans la nature qui se créent naturellement entre ces tuiles. Ce sont des poches qui se développent entre ces tuiles d'elles-mêmes, qui ont une vie propre, tout comme dans la nature lorsque des plantes sortent et émergent d'entre ces tuiles. Et donc, c'est ces failles qu'on peut trouver là. Et donc, la chercheuse a grandi à Nicosie. Et donc, tout au long de son enfance, elle s'est interrogée sur la frontière, sur sa matérialité, sur ses ruines, y compris les tuiles cassées qu'elle a pu voir et qui l'ont accompagnée tout au long de cette enfance, donc une image qu'elle a ensuite gardée tout au long de sa réflexion académique. Go ahead, Olga. Yeah, that was it. That was the end of my answer, but I want to thank Roger for allowing me to sort of develop this, this concept because, I'm aware that I throw it around, but Non, mais attends, j'ai pas fini. De demander justement, il me semble que cette idée d'imbrication, elle vaut un livre à elle toute seule, parce que on dirait presque que c'est un processus inconscient. It's Freudian. Il y a une forme de profondeur qui est à l'ouvrage. Et je pense que c'est un concept extrêmement intéressant et qui a beaucoup de possibilités. Et je voulais vous dire, oui, vous parlez de la place, mais il y a aussi la question du temps, me semble-t-il. Et le temps, par exemple, c'est pas seulement l'endroit, la perspective, disons, spatiale, mais aussi la perspective temporelle. Prenons l'Allemagne, en 1915, 16, 17, a accueilli 1 200 000 réfugiés et tout le monde était content de les recevoir. Mais aujourd'hui, il y a une réaction très forte et on n'en veut plus. C'est parce qu'on est 7 ans plus tard et que les conditions ont changé. Donc, je voulais vous demander, Nadia, je voulais vous demander si il faudrait pas faire aussi un espace pour la place, le temps et l'espace. So, Olga, first of all, so Roger went over the concept of imbrication. That's so interesting. It would be worth writing a whole book about it, since it works on the unconscious. It's almost a Freudian concept, and there's a big depth note to this concept. And he mentioned that, of course, you talk about space, so this geographical space, but there's also the question of time, the temporal issue, not only so the spatial perspectives, but also this other side. And he took the example of Germany in 2015, which welcomed hundreds of thousands of refugees. Million. But today, of course, sorry. But today there's a complete change in the reaction, and there's an opposition to this. So wouldn't this make you think that it would also be interesting to integrate a temporal and not only spatial perspective? Yeah, definitely. I mean, in a way, that's what I have tried to do in looking at how internal displacement has created ways of
thinking and talking and experiencing other kinds of displacements. So, I mean, I've been working on the Cyprus conflict for a while, and I think there have been a lot of changes in that in the last 20 years, for example. So part of the towards the end of the article, I kind of touch upon ways in which migrations and refugees were seen 20 years ago when the structures were being established initially, when there wasn't, for example, a proper legal framework to guide asylum processes and so on. So I think it's very important to look at these continuities and to look at, and I think what I find really interesting in looking at this through the lens of the Cyprus conflict is that exactly the temporal continuities happen not just on one plane, so in regards to migration, but they happen across places. Across domains. So, in my case, internal displacements into new displacements, but also, and that works in a temporal way as well. I absolutely agree with you on that. Donc la réponse, oui, certainement. D'une manière, c'est ce que la chercheuse a essayé de faire en examinant comment le déplacement interne aujourd'hui a créé des manières de penser, de parler, de vivre les séquences ultérieures de déplacement. Elle travaille sur le conflit de Chypre depuis un certain temps et elle remarque donc qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des 20 dernières années. À la fin de son article, elle évoque notamment la manière dont la migration et les réfugiés étaient perçus il y a 20 ans, quand les structures étaient encore en cours d'établissement et qu'il n'y avait pas de cadre juridique pour guider ces processus d'asile. Et donc, il est très important d'examiner cette continuité, d'autant plus que cette continuité temporelle se produit non seulement sur un plan, sur un domaine, donc celui de la migration, mais aussi à travers différents sujets, à travers différents domaines. Et donc tout cela renforce la dimension temporelle qui est tout à fait pertinente. And I think if I can just say one more thing on the temporal difference, I think if I go back to what has changed in the last 20 years in the management of migration in Cyprus, I think on a general level, I would say that Cyprus has moved has become much more effective in managing in falling into line with how the EU manages migration, but also has reconfigured its place from a marginal location in Europe with a very specific local conflict to a frontline state that can mobilize discourses that can effectively be heard in Europe, and therefore can sort of attract European attention, European funds, European structures in setting up its borders against migrants. Donc, je pense, pour revenir à ce qui a changé au cours des 20 dernières années, c'est que de manière générale, Chypre est devenue beaucoup plus efficace pour s'aligner sur la manière dont l'Union européenne gère la question de la migration. Elle a également reconfiguré sa place, elle a fait évoluer, passant d'une position plutôt marginale à un état de première ligne, capable de mobiliser un discours et des actions qui peuvent être entendues et vues à travers l'Europe. Cela lui permet donc d'attirer de l'attention, mais aussi des fonds pour que les structures européennes puissent se mobiliser autour de cette question-là et pour avoir une place plus centrale. Oui, alors j'aurais encore un point que j'aimerais bien discuter avec vous. La place
le temps et la place. Il est très intéressant de voir, et c'est pour ça que je vois Freud aussi, et le côté inconscient, parce que, ou surconscient, je peux pas dire exactement ce que j'essaie d'exprimer, mais en Allemagne, aux États-Unis, en France, c'est sûr en France aussi, parce que les Hauts-de-France, le Nord, les lieux qui sont le plus hostiles, aujourd'hui, Trump a été élu sur cette question en grande partie, pas quel pourcentage de voix il a reçu à cause de l'immigration. Mais ceux qui sont le plus fanatiques contre les immigrants sont ceux qui sont très loin des points de passage de la frontière. C'est pas tellement New Mexico, c'est plutôt South Dakota, où on trouve, et en Allemagne c'est pareil, tout l'Est allemand, où il y a très peu de Syriens et autres immigrés qui sont installés. Ils sont installés dans les grandes villes de l'Ouest. C'est à l'Est qu'on est le plus anti-immigré. C'est dans les régions des États-Unis où il y a le moins d'immigrés, où on est le plus anti-immigré. Maintenant, Chypre, c'est un peu différent, mais vous pourriez commenter cette question avec beaucoup plus de profondeur. Chypre est un frontline state, disons, parce que les gens viennent de Syrie, ils viennent d'Égypte, ils viennent de Palestine, ils viennent de je sais pas où, et ils se trouvent tout de suite à Chypre. S'ils sont dans le nord, les Turcs les font passer vers le sud. Je sais pas exactement, vous y connaissez, je m'y connais pas. Mais la question du lieu et de la place, c'est relatif au temps, mais aussi c'est pas une notion objective, voilà. C'est très subjectif et c'est aussi très subconscient, voilà, en un sens. Nadia, vous arrivez à comprendre quelque chose? Oui. Yes. So on one hand, so a few comments on the question of time and space, which is something that almost mobilizes concepts of subconscious and subconsciousness, and that finally is very subjective and relative issues. And then the comment, Roger's comment, stemmed from the fact that in places like Germany, the US, or France, especially in the north of France, the places that are most hostile to migration are places that are far from transit zones and passage zones where migrants will actually go through. So, for instance, South Dakota in the United States, or East Germany, where finally it's far from these transit zones and where there's not big immigration, big migrant population. And so, of course, it would be interesting to have your 2 cents on that, especially considering the position of Cyprus as a frontline state with migrants coming from almost all over. Yeah, I mean, the interesting thing to me is that, and I'm currently involved in a project that is looking at reception locations in Europe. So the frontline states and what they're. So we're looking at Spain, Italy, and Greece, and Sure. we also looked at Cyprus in a previous project. And we're looking at mobilization for and against migration and what kind of political dynamics play out in these locations. Now, the interesting thing is that across all these spaces, we're now almost 10 years after 2015, we've got all these borders pretty much shut everywhere. So in a way, the management of migration that I think is very clearly emanating from Brussels in terms of the ways in which centers, reception centers are being set up. Frontex is being mobilized, borders are coming up, externalization happens, the bilateral agreements with Turkey, with Morocco, and so on and so forth are coming into play. All this management, in a way, is becoming effective in the sense that we haven't seen
the mass crossings of 2015, because we have all these security measures now in place. But it's precisely within that period that we've seen the far right latch onto the idea of migration as a big threat, as a big risk, and as something that we have to stand up against. So in the same period that the far right has risen so much in ways that we've seen today as well, we've also seen the opposite happening to the crossing of people across borders. So it sort of the discourse and the effects on the ground are almost going in different directions. So it makes me think whether, in fact, now the discourse against migration has taken on a life on its own, where it almost doesn't really matter anymore what actually happens on the ground, and it seems to the discourse of securitization seems to live in a kind of space of its own, if you see what I mean. And this it's really scary in a way. Oui. Donc la chercheuse explique qu'elle travaille actuellement sur une étude qui va examiner les comportements aussi des États de première ligne, des États d'accueil, où la question aussi est de comprendre les mobilisations pour et contre la migration et les dynamiques politiques qui sont en jeu derrière ces mobilisations. Et ce qu'on voit dans tous ces espaces, dans ces pays d'accueil, dans ces pays de première ligne, c'est qu'il y a eu depuis 10 ans, en fait, après la crise de réfugiés de 2011, une tendance donc à fermer ces frontières presque partout. La gestion de la migration, qui émane surtout de Bruxelles concernant la gestion des centres d'accueil, devient efficace dans le sens où nous n'avons pas vu de traversée massive comme en 2015, due en partie à ces mesures assez fortes de sécurité. Mais en parallèle, au cours de cette période, nous avons également vu l'extrême droite qui s'accroche à l'idée de la migration, qu'elle présente comme une grande menace, un risque contre lequel on devrait s'opposer. Et donc, on voit en parallèle l'extrême droite mobilisée contre cette migration, mais d'autre part, une tendance opposée dans le franchissement des frontières, dans le flux de migration. Et donc, le discours et la réalité sur le terrain semblent aller dans des directions différentes. Et donc, il semble que ce discours sur la migration a une vie propre, qui est indépendante de ce qui se passe sur le terrain, ou ce qui se passe sur le terrain n'a plus aucune importance. Et c'est un discours qui donc vit de lui-même et qui est donc très dangereux. Oui, encore une question très courte, parce que c'est ce qui m'a frappé avec votre article. C'est pour ça que j'étais déterminé à ce qu'on le publie, et qu'on le publie en français pour un public qui connaît moins bien la question de Chypre. Vous avez dit, et j'ai trouvé ça formidable, que l'Union européenne, par ses politiques qui n'ont rien qui essayent d'une part de mettre fin au conflit chypriote grec, chypriote turc, par sa politique migratoire, a ravivé un sentiment anti-turc chez les chypriotes grecs, n'est-ce pas? C'est ce que vous aviez dit. Et je termine, et elle va traduire Nadia va traduire pour que vous compreniez parfaitement. Si on prend le cas des États-Unis, on pourrait prendre la France aussi avec les Arabes. Toujours, on revient à ça. Aux États-Unis, le racisme est blanc-noir. Et Trump a bien compris qu'en disant que à Springfield, Ohio, c'est les Haïtiens qui mangent les chiens et les chats, il a touché l'atavisme raciste de millions de blancs américains qui n'auraient pas touché de la même manière s'il avait choisi une autre victime. Alors, voilà ce que j'ai trouvé intéressant. Nadia, merci de traduire. Of course. So, as you said, Olga, the EU, by its own politics and policies,
has also fueled an anti-Turkish sentiment in Greek Cypriots. So Roger took the example also of the US, where there's a very clear structural racism, which is something, by the way, that Trump has fully understood with his comment on the Haiti population eating the dogs and eating the cats. So touching this racist sensibility or tendency. And so it's interesting to see how the EU also by its policies is bringing almost this anti-Turkish sentiment alive too by tailoring this policy. Yes, I think so. There are two things. One is the blatant racism and the ways in which the anti-Turkish sentiment can also produce blatant racism in Cyprus. What I find interesting with in terms of the migration diplomacy schema is that it seems to have become a self-fulfilling prophecy. So I've been looking at discourses around migration for the last 25 years or so. There were arguments about how Turkey is trying to send all these big numbers of peoples in the south and to flood the republic with immigrants and so on. Way before we saw anything close to numbers that would have been problematic or problematic in the way that that the government understands them at this point. So I think what has actually become a reality on the ground, and not just with Turkey, but we've seen it with Belarus in 21. We're seeing it with Morocco and with other states. They've realized that actually there is leverage to be had from fulfilling this European fantasy, if you will, that these neighbor states are about to wage war on us through migration. So, and I think they have done it actually. So when Erdogan bussed refugees to the Thracian border in 2020, he was exactly he was doing it on purpose. So I'm not saying that this is imaginary. Exactly. But I think there is a sense in which putting the emphasis on the fear and on the weaponization of refugees and on the otherness and on ways in which in discourses about creating this as a problem instead of putting the emphasis on protection, on ensuring that Europe abides by international laws and norms and so on and so forth. I think that has, in fact, emboldened states with large numbers of refugees on the European borders to actually leverage these numbers to ask for various things of Europe, and Europe has obliged. So I think it's so I don't think it's one-sided on either side. Bien sûr. Alors donc il y a deux choses effectivement. Donc d'une part, le racisme flagrant et la façon dont le sentiment anti-turc alimente davantage ce racisme flagrant à Chypre. Ce qui est intéressant ensuite dans la diplomatie migratoire européenne, c'est qu'il s'agit en quelque sorte d'une prophétie autoréalisatrice. Donc il y avait des arguments de cette manière dans le sens où la Turquie aurait essayé d'envoyer tous ces migrants vers le sud pour inonder, disons, la République et la déstabiliser.
bien avant donc ces discours et ces menaces, ces annonces, disons, européennes ont lieu bien avant qu'on voit réellement ces chiffres et ces flux de migration au sud de la République. Et donc, ce qu'on a vu sur le terrain, avec la Turquie, mais aussi avec la Biélorussie, avec le Maroc et d'autres pays, c'est qu'il y a un effet de levier à tirer de la réalisation de ce fantasme européen selon lequel les États voisins sont sur le point de faire la guerre à leurs pays frontaliers par le biais de la migration. Donc, bien entendu, il y a cette prophétie autoréalisatrice qui est tout de même basée sur quelques faits et qui n'est pas toujours imaginaire. Quand on pense, par exemple, à l'année 2020, quand Erdogan a, dans une tentative de déstabilisation aussi, encouragé ce flux de migrants. Pourtant, et malgré ces réalités qui existent, le fait de mettre l'accent sur la peur et d'instrumentaliser cette peur de l'altérité est problématique, alors qu'on pourrait mettre l'accent sur la protection, sur le fait de s'assurer que l'Europe respecte les lois et les normes internationales. Le fait de se concentrer sur cette peur, sur cette instrumentalisation de l'altérité, cela enhardit les États qui accueillent un grand nombre de réfugiés et qui vont donc exploiter ces chiffres. Et donc, c'est une relation bilatérale puisque l'Europe aussi oblige, elle suit, elle va renforcer ces États-là. Merci beaucoup. Bon, est-ce que il y a quelqu'un parmi le public qui voudrait, ou bien Olga, ou bien quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir pour discuter de notre très beau dossier sur Chypre, 50 ans de partition. On peut toujours continuer, mais le plus intéressant, je pense, pour les gens, serait de lire les articles qui sont les uns les plus intéressants que les autres. Comme j'ai dit, il y a il y a deux articles qui sont de nature plutôt géopolitique et malheureusement l'un des auteurs de ces deux articles n'est pas venu alors que on l'attendait. Oui. Oui, allez-y, madame. Oui. Bon, c'est peut-être un peu farfelu, mais je repense, parce que j'ai une histoire dans la famille plus ou moins proche, des immigrés italiens qui sont venus, qui avaient des contrats de travail, donc il y avait un besoin. Et je me dis, c'est vraiment l'escalade maintenant. Et quand on accueille comme ça beaucoup de gens, c'est parce qu'on en a besoin, mais quelque part aussi, on a une certaine reconnaissance à ces personnes qui sont venues, parce qu'elles ont fait le boulot, que ce soit dans la participation à la guerre ou participer à un travail. Et quand on a une reconnaissance, enfin au niveau personnel, ça fonctionne beaucoup comme ça. En fait, c'est odieux à supporter. Et il y a une violence qui se crée. Et pour ne pas reconnaître cette reconnaissance, je me demande si ça entraîne pas l'escalade. Enfin bon, Est-ce que je peux vous demander, vous voulez dire l'ambiguïté de la migration? Oui. Par rapport à ceux qui étaient là avant. C'est ça. Moi, je vois venir derrière moi des immigrés. D'une part, je me sens confraternel avec eux, mais d'autre part, ils menacent ma situation de bien installé actuelle. C'est ça? L'ambiguïté de la relation avec l'immigré. Mais je crois que c'est intéressé au départ. On accueille, on les s'est intéressé parce qu'on en a besoin. On les traite plus ou moins bien. Enfin, bon. C'est ça. Et après, quand soi-disant, on aide, mais en fait, on reçoit de l'aide, puisqu'ils viennent combler un vide. Bon. Et quand on reçoit une aide, on a une réaction, en tout cas au niveau humain, de déclencher de la violence parce que c'est insupportable. On ne sait pas comment rendre. Et je me dis,
Voilà. Et je me dis. Freudien aussi. Oui. Enfin, bon, je sais pas, mais c'est quand même flagrant, cette escalade, et qui est complètement à côté de la plaque. Enfin, en France, on a très peu d'émigrés. Enfin, on accueille très peu les gens, mais ça passe pas, parce que même dans le discours, ça passe pas non plus. C'est rare qu'on dénonce ça. Oui, c'est intéressant. Vous pouvez traduire ça pour Olga, parce que je pense que elle aura quelque chose à dire là-dessus. Oui. Tout à fait. Alors moi, j'ai retenu 2 points. Vous me direz, madame, si j'en ai mal compris un. So Olga, 2 points were raised in the form of a question. The first one is more of a comment, I would say. Both are comments, actually, but on the ambiguity that one can entertain as a former migrant, as someone who has arrived to the country with the new wave of migration, with the new migrants coming in. So there could be a sense of brotherhood, of solidarity, of a common plight. But on the other hand, there's this idea of a threat, of someone who could threaten their situation. So that was the first idea. And then the second, so the person mentioned, for instance, when there was a flow of Italian immigrants who came in response to a need for labor. So there was this call, this need for migration overall. And then, and then this question of recognition, of recognizing the other that we have asked for to come to respond to a labor need. The question of recognition of this migrant on the land, on the territory, which can be something that is difficult to carry, to live as a migrant in the welcoming, let's say, territory. Yeah, I think both are really valuable points, and then we have to keep them in mind. I think the question of sort of having this ambiguity, as you said, between solidarity and threat, I don't think we can take. And we see that in a lot of places. We can take attitudes on refugees and migrants as a given by any group. And we see that, for example, in looking at the minority communities, the migrant communities that are that have supported Trump, for example. So I think there are ways there is a sense in which we would expect certain groups to feel solidarity with other groups. But that can, I guess, in practice, sociology and anthropology show us that this cannot be assumed. And we've also seen groups of migrants who sometimes may come from the same place, where older migrants feel more entitled, more integrated, and might not necessarily be positively predisposed to new migration. So this is to say that minority identities or migrant identities are not necessarily something that that determines what people will feel or what kind of ideology they will support in relation to migration questions. Donc, I'll maybe answer this first point and then you can go on with the second. Donc, un premier commentaire sur cette question de l'ambiguïté entre solidarité et menace qu'on peut ressentir en tant qu'ancien migrant qui aujourd'hui voit ces nouvelles vagues d'immigration. On peut, de manière superficielle, considérer les attitudes envers les migrants et les réfugiés comme un fait acquis. Mais finalement, aujourd'hui, on voit des communautés minoritaires issues de la migration qui soutiennent Trump aux États-Unis. Dans un certain sens, on s'attendrait à ce que ces groupes se sentent solidaires les uns les autres.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours automatique. Parfois, on voit des groupes de migrants qui viennent des mêmes endroits, mais qui entretiennent aussi cette même hostilité. Et donc, la question de l'identité, de l'appartenance, ça va pas forcément induire telle ou telle attitude envers quelqu'un, même si cette personne est issue du même endroit. Et je prends ensuite votre deuxième point pour traduire. Olga, you can go on to the second point. Yeah, I think on the point of labor migrants and labor migration, of course, this has been a huge discussion in the literature, and I think it goes back to the ways in which seeing migration as one of two kinds, so voluntary and involuntary, for example, and how those differences have been ingrained in the way in which we see migrants and in the way in which states manage migration. That is one point that is important to keep in mind, because I think in terms of the management of migration, what states are more and more, and especially states in the global north, are more and more moving towards is what is called managed migration, and by that they mean both the kinds of labor migrations that we've seen for decades now, but also I think they are starting to import those ideas about managed migration in areas where they weren't supposed to be implemented. So in managing refugee populations. So, for example, in the UK, we're seeing a move towards having schemes for refugees, where refugees are recognized in the countries where they have fled to originally, and then are resettled in the UK through specific schemes. And that is used increasingly, I think, as an alternative to actually managing refugee populations that may be coming on their own in the ways in which international law dictates. Donc, en ce qui concerne la migration de main-d'œuvre et l'appel à la main-d'œuvre, comme vous disiez, et les enjeux de reconnaissance, cela a fait l'objet d'un très vaste débat depuis des années, qui concerne donc la façon dont la migration est perçue de manière très binaire, soit comme étant volontaire, soit comme étant involontaire. Et c'est cette binarité, ces différences-là, qui sont ancrées dans la façon dont nous voyons et dans la manière dont les États gèrent la migration. Ce que les États, surtout les États occidentaux du Nord, font de plus en plus, c'est promouvoir une migration gérée, contrôlée. C'est-à-dire, d'une part, avoir une migration de main-d'œuvre, et de l'autre, avoir une migration qui est restreinte. Et pour cette question de reconnaissance que vous disiez, au Royaume-Uni, on constate une évolution vers des programmes, des systèmes pour les réfugiés, où les réfugiés sont très directement réinstallés par le biais de programmes spécifiques qui les ramènent donc encore une fois à ce statut de réfugiés, au passage et aux passerelles utilisées uniquement pour les réfugiés, au lieu d'opter pour une alternative d'intégration et de gestion plus générale. Et cela complique les choses pour les États, mais pour toute cette question de reconnaissance, comme vous évoquiez justement. Merci Olga. Vous avez porté un fardeau très lourd, mais c'était très intéressant. Et ce numéro de la revue est très intéressant, croyez-moi. Merci à tous. They're also thanking you in the chat, Olga. Yeah, thank you so much for hosting, and thank you for the translation, Nadia. My pleasure. Inutile de traduire, je pense, mais merci. Elle vous remercie à tous ceux dans le public.